Bienvenue au Polysécure, épisode pour le grand public. Je suis avec Marie-Ève. Bonjour. Bonjour, bon 2022. C'est quand même le premier épisode qu'on enregistre cette année, fait qu'on va explorer des choses nouvelles, j'espère, cette année. Donc, je te lance la balle rapidement parce que c'est ta volonté. Log4j a occupé l'espace médiatique en 2021. Il y a eu des décisions très, disons, dramatiques au Québec qui ont été prises, qui n'ont pas été imitées ailleurs dans le monde, qui sont passées ici. Et en quoi tout ça représente, puis je crois que l'explication de tout ça n'a pas été bien faite. Oui, donc quoi de mieux pour commencer 2022 que de revenir en 2021? Donc, fin 2021, là, plus précisément, juste avant le temps des fêtes, le 11 décembre, là, monsieur le ministre de la cybersécurité du numérique a fait une annonce qu'on mettait hors ligne tous les sites web gouvernementaux à ce moment-là. Donc, ça a été quand même quelque chose d'important qui est arrivé au Québec. On n'a pas vu ça souvent. Donc, Nicolas, est-ce que tu veux nous en parler? Absolument. La décision, même le 10 décembre, a été communiquée la vulnérabilité de Log4j, qui a fait beaucoup, ou Log4Shell, tout dépendant comment on l'a nommé, parce qu'à l'époque, on lui a donné un petit nom plus sexy que Log4Shell. Mais la réalité, comme il y en a eu tellement depuis, tant qu'à moi, on va nommer le nom du produit qui est Log4j, qui a connu un problème mondial. Celle-là était très drôle parce que ça a créé beaucoup d'émoi au sens mondial. Au Québec, le ministère a pris une décision qui est audacieuse, mais au moment où on enregistre, on est le 7 janvier 2022. On peut constater que sa décision audacieuse a porté fruit, c'est-à-dire qu'elle a été très préventive à ce moment-là et a amené ça. Comme tu mentionnais, fermeture de l'ensemble des sites de prestations gouvernementales au Québec. S'en est suivi ensuite une autorisation de réouverture de ces sites-là sur la base que ces sites-là n'étaient pas vulnérables aux problèmes qui avaient été énoncés. Donc, il y a eu un retour progressif. Au moment où on se parle, c'est pas l'ensemble des sites qui sont revenus parce que c'est pas l'ensemble des sites qui ne sont plus vulnérables, parce que c'est peut-être plus complexe. Mais cela étant dit, cette mesure-là s'applique. C'est très audacieux. J'espère que ça va faire école au niveau mondial parce si on prend l'exemple des États-Unis et de la France, qui sont pour moi les exemples les plus faciles à prendre. Les États-Unis ont donné jusqu'au 24 décembre pour la résolution. On a constaté que le 6 ou 7 janvier, la vaste majorité avait respecté cette directive-là. En France, il y a eu un mémo, mais semblerait, selon ce qu'on m'a donné comme information, que ça n'a pas été super prioritaire comme on l'a pu le vivre au Québec. Cela étant dit, on va parler de la vulnérabilité elle-même. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est une vulnérabilité? C'est comme de dire que du jour au lendemain, notre serrure de maison est inefficace. C'est-à-dire que la clé qui permet d'ouvrir notre serrure de maison, elle est connue par tout le monde, dont les malveillants, dont les criminels qui voudraient voler chez nous. Fait que c'est essentiellement ça qui est arrivé le 11 décembre. C'est très drôle parce que ça, c'est l'événement public, la connaissance de la vulnérabilité, donc le fait que tous les serrures étaient ouvrables par une même clé unique pour tout le monde. Donc là, tout le monde était tombé en émoi, dont la réaction du ministère, qui, somme toute, le temps lui a donné raison. Là, on parle de ça, mais ce qui est encore d'autant plus comique, c'est que la vulnérabilité, elle était existante depuis 2000 loin, parce que ça fait beaucoup de versions que ça existe. Donc, elle existait depuis longtemps, mais elle a été rapportée dans l'espace public pour les joueurs de Minecraft. Donc, les joueurs de Minecraft pour emmerder les adversaires dans lesquels ils jouaient, ont utilisé cette vulnérabilité-là pour casser les serveurs adverses, donc de gagner, donc de tricher. Donc, c'est un peu comme ça. Fait que dans l'espace public, il est très drôle de dire que c'est des joueurs de Minecraft qui ont réussi à trouver ça. La réalité, c'est pas eux autres qui l'ont trouvé, c'est eux autres qui l'ont utilisé de façon à grande échelle, disons.
la première fois. La réalité de ce qu'on a comme information jusqu'à présent, les premiers qui l'ont découvert, c'est Alibaba, une compagnie d'infos nuagiques chinoise. Et le fait qu'ils l'ont découvert et qu'ils l'ont déclaré publiquement, leur malheureusement leur attribué les foudres du gouvernement chinois, qui aurait préféré que cette vulnérabilité-là soit divulguée au gouvernement chinois avant d'être divulguée à l'ensemble de la communauté mondiale. Personnellement, je trouve qu'Alibaba a pris la bonne décision parce que c'est un élément de connaissance publique, d'intérêt public de connaître cette vulnérabilité-là, donc d'agir et de résoudre cette vulnérabilité-là. Et c'est pas ça parce qu'on va en parler plus loin parce que l'impact, elle est majeur. Fait que dans ce cas-là, donc la Chine, je crois, elle a été un peu avare et un peu égoïste de vouloir garder ça et donc de garder cette information-là pour eux quand c'est dans un intérêt mondial de connaître le problème qui est associé avec ce genre de choses. Donc, c'est un peu le paysage dans lequel il est. Et peut-être t'amener l'espèce de mise en bouche. Log4j, puis pour expliquer pourquoi c'est aussi grave, puis pourquoi tout le monde pleure, puis que ça fait autant les médias et ça ne fait pas autant les médias, c'est que c'est un composant qui fait partie de beaucoup de l'autre logiciels. Donc, beaucoup de logiciels qui utilisent ce composant-là pour fonctionner. Donc, à partir de là, il se trouve dans énormément de places qu'on ne connaît pas. Donc, à ce moment-là, puis l'image la plus comique qui est associée à ça, c'est que même les engins spatiaux qui sont sur Mars à l'heure actuelle ont cette vulnérabilité-là parce qu'ils utilisent ce composant logiciel-là. OK, ceux-ci ne sont pas vulnérables au sens où il n'y a pas d'attaquant qui va être capable de l'exploiter sur Mars, mais il demeure que ce composant-là est d'un usage tellement commun que même la NASA l'utilise dans ces choses qui envoient sur Mars. Donc, c'est très présent dans notre société d'informatisation dans laquelle on est. Donc, si je résume, c'est un risque généralisé mondialement pour tout le monde, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une faille de sécurité dans ce logiciel-là. Puis, ça a quand même engendré une fermeture des sites web là, du 11 au 15 décembre. Le 15 décembre, il y a quelques sites web qui ont commencé à redevenir en ligne. Donc, c'est sûr que du point de vue citoyen, ça reste inquiétant. 4 jours là, de shutdown pour les sites web gouvernementaux. Ça a inquiété les gens parce que c'est avertir qu'on a un risque, mais en même temps, on n'a pas la certitude à 100% que il n'y a rien qui a été touché. Le gouvernement n'a pas confirmé rien. Il a dit que c'était préventif, que ça l'a bien été, mais c'est quand même pas évident c'est pas rassurant d'un point de vue citoyen que par rapport à nos données, par rapport au risque de tout le monde, évidemment. Effectivement, je comprends ta position là-dessus, puis c'est tout à fait normal. Je trouve que la communication qui a été faite, une communication citoyenne, parce que là, on s'entend. Pour moi, ce que j'ai vu, la communication était adressée à des experts, donc qui étaient en mesure de comprendre la conséquence de ce qui se passait. C'est correct. Pour la communication citoyenne, je pense qu'elle a été déficiente. Mais là, je ne lance pas une pierre au ministère dans ce cas-ci, mais c'est en général, en SI, en ATI, on a énormément de misère à communiquer la valeur du risque dans lequel on est exposé. Fait que la raison pourquoi le ministère au Québec, parce qu'on est vraiment la seule place dans laquelle c'est arrivé, a pris cette décision-là, c'est une mesure préventive parce que la vulnérabilité pouvait mener à ce qu'on pourrait appeler une compromission, donc un accès non autorisé à l'ensemble des systèmes qui utilisaient ce composant-là. Et comme ce composant-là est à peu près partout, aurait pu amener un accès à peu près à tous les systèmes gouvernementaux par quelqu'un qui était non autorisé. Et là où ça devient grave, cette personne-là non autorisée aurait pu accéder à nos données citoyennes, revenus, santé, et ainsi de suite. Ce qui est heureux dans la manœuvre qui a été faite, donc de fermer tout, c'est justement de s'exclure de ce risque-là. Fait qu'à l'heure actuelle, à moins de preuves du contraire, puis je pense qu'on n'aura pas de preuves du contraire au Québec, du moins,
les données citoyennes ont été correctement protégées avec ce geste rapide et ce geste qui est quand même assez grandiose. Faut pas se cacher. C'est quand même spectaculaire ce qui a été fait. Et c'est audacieux du ministère d'avoir pris ce geste-là parce que ça n'a pas été, il n'y a pas d'autres personnes qui l'ont fait. Mais dans ce cas-ci, il faut quand même souligner son audace et à laquelle elle a été payante parce qu'il n'y a aucun système, jusqu'à preuve du contraire, au gouvernement du Québec qui ont été compromis. Si on prend d'un point de vue mondial, les gens qui n'ont pas eu ce degré de rapidité-là à la fermeture s'exposent à un problème potentiel que des malveillants. Et en tant que société occidentale, on peut déjà présumer que les sociétés comme la Russie, la Chine, par exemple, sont les acteurs les plus connus, mais pas les seuls, qui ont des valeurs différentes des nôtres, vont utiliser cette connaissance-là pour nous créer du mal parce que pour eux, sont en contradiction avec nos valeurs. Donc, il n'est pas exclu que les pays qui ont tardé, puis on l'a vu, entre autres, le fait que le ministère de la Défense belge a été attaqué. On ne connaît pas la nature de l'attaque telle quelle. Est-ce qu'ils ont attaqué des informations? Est-ce qu'on va aller? On ne le sait pas dans le détail, mais la vulnérabilité a quand même été capable d'utiliser pour rentrer là. La même chose pour des universités, je crois, américaines aussi ont été touchées par cette vulnérabilité-là. Est-ce que les impacts que ça a eu ne sont pas connus, non diffusés? Mais quand même, on voit que les acteurs malveillants ont déjà commencé à utiliser ça pour leurs intérêts économiques. Là. Puis là, c'est ça, il faut regarder. Le gouvernement du Québec, on pourrait présumer qu'on était un petit ensemble dans l'univers, mais on a suffisamment d'argent quand même pour intéresser les malveillants, pour nous voler. Puis quand on vole le gouvernement du Québec, finalement, on vole les citoyens du Québec. Donc, le fait qu'on va exiger une rançon de, disons, plusieurs millions de dollars au gouvernement du Québec parce qu'on a chiffré le contenu du ministère du Revenu, la RAMQ, ou peu importe le ministère qui a été touché ou l'organisme qui a été touché, c'est quand même les citoyens du Québec qui doivent débourser de leur argent à travers leurs taxes pour payer la rançon, pour réactiver le système. Dans cette perspective-là, je trouve que c'était très prudent de la part du ministère d'avoir fait ce qu'il a fait. On n'a pas, comme les autres organismes à travers le monde, les autres ministères ou agences à travers le monde, peut-être devoir ramasser des problèmes dans 1, 2 ou 3 mois qui s'en viennent. Là. Oui, c'est très gagnant qu'est-ce qu'on a fait au Québec. Puis, si je me trompe pas, cette faille-là existe depuis assez longtemps. Ça fait plusieurs années. Fait qu'on est quand même chanceux qu'il n'y ait pas un malveillant qui l'ait découvert avant. Ça, on ne sait pas. Et l'analogie que j'aime bien utiliser pour expliquer ça, c'est qu'un arbre qui tombe dans une forêt, on sait qu'il a tombé au moment que quelqu'un est capable de le constater. Dans le cas de la vulnérabilité qui est là, c'est que la vulnérabilité existe depuis la version initiale de Log4j. Donc, de mémoire, je pense que ça doit faire une quinzaine d'années que la vulnérabilité existe, ou une dizaine d'années. Minimalement une dizaine d'années. Donc, la vulnérabilité existe depuis une dizaine d'années. Par contre, il n'y a personne qui a constaté que l'arbre était tombé. Depuis le 10 décembre, on a constaté, mais on est capable de remonter au 1er décembre on pourrait présumer que l'arbre était tombé, que la vulnérabilité était découverte. Par contre, ça n'empêche pas qu'elle ait été découverte qu'elle est existante depuis 10 ans. Donc, l'arbre est tombé depuis 10 ans. Donc, c'est très questionnable. Donc, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé avant? On n'a aucune idée parce que ces éléments-là n'étaient pas connus. On n'était pas capable de détecter quelque chose qui était inconnu à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a utilisé avant ça? Aucune idée. Je ne pourrais pas prédire. Il y a potentiellement des acteurs étatiques, probablement la NSA, la CIA aux États-Unis, mais leurs équivalents à travers le monde. Là. On ne veut pas rendre les Américains plus méchants que ce qu'ils sont. Les services de renseignement, peu importe le pays dans lequel on est, ont la même mission. Donc, le FSB en Russie, l'équivalent en France, l'équivalent en Angleterre, ou peu importe le pays, ont tous cette capacité. Est-ce qu'ils l'ont découvert avant qu'on le découvre là?
aucune idée. Je ne sais pas. Mais l'arbre est tombé il y a 10 ans. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a découvert que l'arbre était tombé il y a moins de 10 ans et qu'il ne l'a pas communiqué? C'est probable, mais on n'est pas capable de le savoir. C'est très, très intéressant. Des fois, on ne se rend pas compte que c'est des choses qui existent depuis longtemps. Puis qu'on va continuer d'en découvrir. Là, la sécurité ultime, 100% optimale n'existe pas. Donc, c'est toujours un travail constant et continu. Faut pas l'oublier. Il faut toujours être vigilant puis d'essayer de voir les signes lorsqu'ils se présentent. Absolument. Puis là, on est dans un contexte très complexe pour quelqu'un qui est peu connaissant en informatique ou en TI. Mais c'est un peu dire que là, je parle de l'exemple de la serrure de porte, c'est-à-dire que toutes les serrures sont vulnérables, donc tous les voleurs sont capables d'ouvrir nos portes, est un exemple. C'est aussi également, on pourrait dire que tous les boulons d'un pont sont cassables facilement. Donc, c'est comme de dire qu'on a un élément très important socialement et dans nos infrastructures. Puis c'est ça aussi, on a de la misère peut-être à saisir au niveau citoyen que les TI sont devenus une pièce d'infrastructure importante comme les ponts et les routes, comme les systèmes aqueducs. On ne le mesure pas tout à fait à sa pleine ampleur présentement parce que c'est récent, ça fait pas longtemps. Mais il s'agit de réfléchir que s'il fallait que Amazon, s'il fallait que Facebook, puis on l'a vécu avec Facebook il n'y a pas très, très longtemps, deviennent inaccessibles pendant quelques heures, le malheur dans lequel on vit, même Google, comment de personnes dépendent de Google pour trouver une recette, pour trouver des choses qui sont au final fondamentales dans l'existence, comment réparer une poignée de porte, comment faire une recette de ci, comment faire une réparation de ça. Donc, on est très dépendant. Si Google devenait indisponible pendant 3 jours, je pense qu'il y aurait beaucoup de monde qui serait très mal. Fait que c'est ça la démonstration à quel point on est dépendant. Fait que la vulnérabilité qui est là est une vulnérabilité d'infrastructure qui, comme nos routes ou comme nos systèmes aqueducs, si elle se brise, elle a des conséquences importantes qu'on ne mesure pas. Puis c'est comme citoyen, puis c'est ça un peu, je trouve ça très malheureux de nos institutions gouvernementales, ne communiquent pas bien l'importance de ça. Puis c'est un peu pour ça qu'on intervient à ce moment-ci. Justement pour expliquer à quel point c'est une pièce fondamentale logicielle qui a l'air très, très banale. Mais si votre iPhone ou votre Android arrêtait de fonctionner demain matin, pendant une période de 24, 48, puis plusieurs heures, comme plusieurs sites Internet, à cause de cette nouvelle ont arrêté, je pense qu'on aurait des problèmes sociaux importants, on aurait des problèmes de fonctionnement importants à quel point ces éléments TI-là sont importants, au même titre que le fait qu'on a de l'eau potable quand on ouvre le robinet, au même titre que quand on prend notre voiture, les routes sont dans une qualité prévisible, pas parfaite, parce qu'au Québec, on aime bien chialer. Peut-être parce qu'on a on pourrait prétendre qu'on n'entretient pas bien nos routes, mais cela étant dit, nos routes sont quand même prévisibles, on sait comment ils fonctionnent, comme sont là, sont partout, donc nous permettent de se déplacer. Mais si nos systèmes technologiques sont aussi importants, cessent de fonctionner ou ne fonctionnaient pas bien, c'est Log4j, si on le met dans une analogie routière, c'est comme du jour au lendemain, on venait de découvrir que toutes les routes au Québec avaient des trous à tous les 100 mètres partout. Donc, ils deviendraient relativement impraticables pour la plupart des voitures. Donc, nous limiterait, empêcherait les choses. Donc, la réparation de ces trous-là qui auraient apparu du jour au lendemain. Puis du jour au lendemain, tu sais, c'est pas, ça me semble abstrait, mais tu sais, on peut considérer ce qui se passait en Colombie-Britannique avec les incendies. Les autres ont été vraiment très malchanceux en 2021. Incendies, inondations, tout ça, fait qu'on littéralement détruit la plupart de leurs infrastructures. Fait que ces gens-là, maintenant, n'ont pas d'infrastructure. Fait que Log4j est arrivé à ce genre-là, où nos infrastructures qui étaient technologiques
ont subi des avaries importants qui sont probablement comparables à ce que la Colombie-Britannique a vécu. Là. C'est une réflexion super intéressante. Là, puis l'analogie avec le réseau routier, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on doutait beaucoup de nos viaducs puis de la sécurité de nos viaducs au Québec. C'est quand même très, très près de nous. C'est sûr que ça nous amène à réfléchir beaucoup en tant que personne sur notre dépendance aussi à nos technologies, puis à notre vulnérabilité par rapport à ça. Je veux pas. Je pense que si Google Maps n'était pas là demain matin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient des difficultés à se rendre à bon port. Donc, pour résumer un petit peu là, tout ce qu'on a parlé, donc merci beaucoup à Alibaba d'avoir fait la bonne chose. On avait déjà parlé un petit peu dans le passé de la divulgation responsable. Donc, c'est pour le bien commun, le bien de tous. Fait que c'est sûr qu'on est bien content de tout ça. Un beau bravo au ministère là, pour avoir été à l'avant-garde de ce risque-là, puis d'avoir pris toutes les mesures nécessaires pour limiter le plus possible les risques de compromettre les données des citoyens. Puis, somme toute, à l'heure actuelle, c'est pas tous les sites web qui sont revenus fonctionnels à 100%, mais on continue d'espérer là, qu'il n'y aura pas d'autres annonces négatives par rapport à ça, puis ça va continuer d'aller vers le positif. Puis qu'on a fait mieux quand même que le ministère belge de la Défense, ben, c'est quand même une belle petite tape dans le dos qu'on peut se donner. Absolument. Puis le temps va probablement, puis j'espère qu'on va continuer à donner raison au ministère dans le sens où son geste qu'on pourrait dire préemptif, qui était très, très audacieux à bien des égards, va justement nous amener dans une zone où on n'aura pas de risque plus tard. En Belgique, ils l'ont vécu. En France, le fait qu'ils ont joué à l'autruche vont probablement les rattraper plus tard. Les États-Unis, j'ai aucune idée comment ça va se passer. Mais le débat américain est un peu différent parce qu'il y a régime légal américain, puis pour Canadiens puis Français, est très ésotérique à plusieurs égards. Au sens où il y a des contraintes qui sont imposées par l'entité fédérale, mais il y a quand même un degré d'autonomie qui donne d'autres choses. Et au niveau des entreprises. Par ailleurs, ce que j'entends beaucoup circuler ces temps-ci, autant le fait que l'organisme central américain a forcé les différentes agences et départements publics à se conformer le 24 décembre, puis il semblerait avoir réussi relativement à se conformer à ce que je disais précédemment. Les entreprises privées n'étaient pas contraintes par ça. Par contre, aux États-Unis, ils ont le FTC, le Federal Trade Commission, qui est une entité qui a des capacités juridiques et législatives de pouvoir agir. Donc, à ce moment-là, ils l'ont fait avec Equifax, pour ceux qui s'en rappellent, de donner des amendes de plusieurs millions de dollars sur la fuite d'informations. Fait que si présumé que vous n'avez pas corrigé la faille et vous êtes une compagnie américaine, vous pourriez être poursuivi par cette, j'aime bien la facturie de mon lapsus. Cela fait qu'ils vont pouvoir poursuivre les entreprises et à la hauteur de plusieurs millions, peut-être une dizaine ou centaine de millions de dollars sur la négligence associée. Fait que ça, c'est un levier typiquement américain qu'on n'a pas au Canada, que je ne crois pas, je n'ai jamais vu en Europe s'exécuter de cette façon-là, au moins. Donc, on va voir comment ça va s'exécuter. Donc, en TI, on le voit là. J'espère que l'information que j'ai de la France et dans ce qui était peut-être un miroir de l'Europe, ce fait de jouer à l'autruche soit faux. J'espère qu'ils ont pris les mesures nécessaires parce que Log4j, puis là, sans rentrer dans le détail, j'ai quand même géré des incidents au Québec par rapport à ce genre de choses-là. Et pour ce que j'ai vu, Log4j, essentiellement, c'est comme un couteau chaud dans du beurre mou. Fait que si vous n'avez pas pris les mesures nécessaires, puis c'est pour ça que je félicite énormément le ministère d'avoir pris les mesures comme elle devait, vous êtes probablement compromis à l'heure actuelle et les malveillants ont probablement déjà sauvé avec l'ensemble de vos données. Puis pour ce que j'ai vu, là, c'est d'une efficacité là, monstre. C'est la prudence
pour une fois, n'aura pas été genre des cris au loup, puis aura été efficace. Puis j'espère qu'on va pouvoir, en tant que Québécois, dire qu'on a fait la bonne action et que ça l'a servi et qu'on n'est pas dans le pétrin dans lequel les autres pays vont se retrouver. Un peu comme dans la crise du subprime, où le seul pays qui a pu se bomber le torse, c'était le Canada. Parce que nos règles bancaires sont tellement rigides et plates et froides, nous ont préservé d'un excès dans lequel l'ensemble du monde a succombé. Fait que j'espère qu'on est dans le même cas. Ça va être fierté en tant que Québécois, en tant que Canadien. J'espère qu'on est dans cet état-là. Sur ces belles paroles, ça conclut pour moi les questions là, que je voulais couvrir là, pour le Log4j. Est-ce que pour toi, Nicolas, tu aurais aimé aborder autre chose? Je pense que j'ai été quand même assez vaste dans ce que j'ai abordé. Fait que non, j'ai pas rien à aborder de façon spécifique à ce moment-ci. On va se baser probablement sur les questions qu'on va recevoir, ou d'où l'intérêt, parce que j'ai abordé des axes qui, pour moi, sont peut-être plus préoccupants, qui ne préoccupent probablement pas l'ensemble des citoyens. Donc, si vous avez des questions spécifiques, des choses que vous aimeriez qu'on explore davantage, gênez-vous pas. Twitter, les courriels, sur notre site web, toutes les informations sont là. Donc, communiquez avec nous. On va aller plus loin. Puis, c'est un sujet qui, je crois, qui est pour tout le monde. On doit s'y intéresser parce que c'est là où notre infrastructure commune s'y retrouve. Je suis bien d'accord avec toi. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine!